Bonjour, bienvenue à cette 11e édition de Sedge Expo. Merci d'être venus si nombreux. Merci à tous les exposants qui exposent au premier étage. Et je vous invite à aller visiter ce qu'ils ont à vous proposer. Merci aux habitués, ceux qui ont l'habitude de venir à toutes ces Sedge Expo. Merci aussi aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois, entre autres les partenaires de Sedge PE. Merci aussi aux partenaires qui viennent de loin, puisque je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui viennent de pays francophones et donc qui ont fait un voyage relativement long, plus long que de venir de Lille ou de Lyon. Alors, pour commencer une présentation par les temps qui courent, c'est légèrement difficile d'éviter la situation économique. Alors, je ne vais pas du tout faire de sinistrose parce que ce n'est pas le but. On est plutôt là pour se motiver tous ensemble et voir comment on va pouvoir avancer. Mais il est important d'essayer de comprendre comment la situation économique évolue et comment elle a un impact sur nous. Alors très rapidement, parce que je ne vais pas m'appesantir dessus, personne ne sait où on en est. C'est à peu près un bon résumé. Il y a 6 mois, les gens pensaient que le PIB de la France allait baisser de 1% en 2009. Il y a 3 mois de 2%, et là on vient d'annoncer que c'est 3%. Ça y est. Je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer dans 2 mois. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que le produit intérieur brut de la France va baisser au niveau des estimations de 2009, de 3%. Alors, ces 3% sont très trompeurs parce qu'en fait, ils sont soutenus par la consommation. Et si on regarde vraiment l'investissement des entreprises est en chute libre. Et c'est bien l'investissement productif des entreprises qui nous intéresse en premier chef, parce que c'est ce que nous vendons. Nous vendons à nos clients des systèmes d'information dans lesquels ils investissent. Le chiffre, on ne le connaît pas aujourd'hui, mais il doit plutôt tourner autour de -10, -11 que de -3. Si on regarde maintenant un autre élément chiffré, beaucoup plus sur notre secteur, c'est ce que le Syntec a sorti au mois d'avril. La vision du Syntec, c'est que l'année 2009, pour l'ensemble de l'industrie des services et du logiciel, devrait être à peu près équivalente à 2008 en termes de chiffre d'affaires. À peu près équivalente, sachant qu'ils pensaient qu'il allait y avoir de la croissance encore il y a quelques mois. Et il y a un bémol à l'intérieur, c'est qu'ils constatent que la seule activité qui soit en décroissance, en dehors du conseil, la seule activité qui soit en décroissance, ce sont les logiciels applicatifs. Pas de beaucoup, de 1%, 1% de décroissance sur les logiciels applicatifs. Il faut bien comprendre que dans cet agrégat des licences, il y a aussi la maintenance. Donc si on avait les vrais chiffres sur la licence, je peux vous dire que la licence baisserait parce que la maintenance, ça ne baisse pas. Donc on est dans un environnement où les clients ont diminué leur niveau d'investissement et sur lequel on doit continuer, nous, à se développer et continuer à faire en sorte qu'ils bénéficient de notre expertise et de nos produits. Si on passe maintenant à Sedge, on a annoncé nos résultats mondiaux au début du mois de mai, et dans cet environnement économique, le chiffre d'affaires, mais aussi la profitabilité de Sedge au niveau monde, s'est contracté de 3%. Donc c'est plutôt une bonne performance, sachant qu'on est exposé sur des pays qui sont beaucoup plus touchés que la France, comme par exemple l'Angleterre, l'Espagne, mais les États-Unis, où globalement on doit bien faire 65% de notre chiffre d'affaires sur ces 3 pays. C'est une bonne performance, avec, comme je vous le disais, une vraie différence, puisque les contrats de maintenance ont eu une croissance de 2%, alors que les licences et le service relié à ces licences, donc hors contrat de maintenance, a eu une décroissance de 15%. Si on regarde maintenant sur l'activité France en elle-même, c'est peu ou prou les mêmes chiffres d'affaires, c'est peu ou prou la même tendance. On a une activité qui est restée stable si on la compare à 2008, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on avait fait 9% de croissance organique l'année dernière sur 2008. Donc on se compare avec un premier semestre qui avait été relativement fort, entre autres qui avait été poussé par le TEPA, par la modification sur la paye qui avait créé de l'activité et du chiffre d'affaires. Et on a un bénéfice qui est resté lui aussi au même niveau que celui de l'année dernière. De la même façon, on constate que notre chiffre d'affaires licence pure souffre, et que le chiffre d'affaires maintenance, ou le chiffre d'affaires maintenance qui intègre aussi de la licence, puisqu'on ne vend plus du tout de maintenance tout court, on vend des contrats de service qui intègrent des parties logicielles à l'intérieur, ont une croissance de 7%.
Alors, c'est intéressant de rester un petit peu sur cette performance, parce qu'au vu du marché, c'est une bonne performance. Et comment on explique cette performance par rapport à l'ensemble du marché et par rapport à nos concurrents? Je pense d'abord que c'est la vision du modèle économique. Nous sommes éditeurs, et ce qui est important, c'est le contrat et l'engagement moyen terme que l'on a avec les clients. Ce n'est pas la vente de logiciels à un instant T qui est important. C'est qu'est-ce qu'on va en faire à 3 ans, à 5 ans, en 10 ans. Comment on va accompagner le client dans son développement. Et donc ces contrats de service ont énormément d'importance lorsqu'ils sont associés à la fidélité du client. Et on le voit dans notre croissance organique. Deuxième élément, il y a la qualité de notre écosystème, à commencer par vous, le réseau d'intégrateurs et de distributeurs, qui avait une vraie proximité avec les clients, qui les accompagnait et qui offre une vraie résistance face à la baisse de l'investissement productif des entreprises. On reviendra dessus tout à l'heure. Il y a des raisons qui sont plus liées à notre offre en tant que telle. On a toujours une dualité dans notre offre entre le modulaire, l'approche très modulaire, qu'on pourrait appeler best of breed, et l'approche tout intégrée avec l'ERP. Dans ces périodes où les clients ont plutôt du mal à essayer de changer globalement leur système d'information, mais veulent changer des éléments de leur système d'information, avec un retour sur investissement qui est relativement court, notre offre modulaire est tout à fait adaptée. Et à l'intérieur de notre offre, on a aussi des produits qui sont en ligne avec la crise. Des outils de pilotage, par exemple. Lorsqu'on est dans des périodes difficiles, on est en entreprise, on veut savoir où on en est, encore plus que lorsqu'on fait de la croissance. Donc nos offres pilotées, quelles que soient les lignes de produits, continuent à faire de la croissance. C'est vrai de la trésorerie. Lorsque on est une PME et qu'on sait qu'il peut y avoir une difficulté à aller lever de la trésorerie ou des facilités de paiement auprès de la banque, on a intérêt à savoir où on gagne de l'argent et où est-ce qu'on a de l'argent. Est-ce que l'argent est chez les clients ou il est chez nous? Est-ce qu'on doit de l'argent aux fournisseurs? Est-ce qu'on doit de l'argent aux collaborateurs? Donc on a aussi un vrai développement au travers de la trésorerie. Et je vais revenir précisément sur ces exemples. Le premier produit, c'est Sage ERP X3, qui a connu en France sur le premier semestre 19% de croissance. 19% de croissance sur les 6 mois, 53% de croissance en totalité dans le monde. Parce que Sage ERP X3 est devenu l'ERP mid-market du groupe, et on est en train de déployer cet ERP dans tous les pays où Sage est présent et même où Sage n'est pas présent, au travers de partenaires. 53% de croissance sur cet autre produit. Je ne parle pas de petits chiffres, on est vraiment là sur des chiffres significatifs. Et on voit qu'il y a un engouement au niveau du marché pour les ERP, je vais appeler ça sans que ce soit péjoratif, moyens, c'est-à-dire qui sont faciles à intégrer, dont on sait à un moment donné quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on va finir et quel est le retour sur investissement. Et donc il y a un vrai engouement autour de cette offre. On a les Sage 1000 trésorerie, on en parlait tout à l'heure. Alors, pas seulement lié à l'environnement, lié aussi à des acquisitions qu'on a fait par le passé. Et donc, ce qui fait que sur la trésorerie, on a une vraie part de marché. Donc, on a doublé notre chiffre d'affaires sur la trésorerie 1000, par exemple. On parlait tout à l'heure des offres pilotées. Sur Sage 100 pilotées, c'est une offre qui continue à être en croissance, 8% de croissance. Ça représente sur nos nouvelles affaires, notre nouvelle licence, c'est 57% des licences qui sont vendues. Donc on voit bien qu'on est passé vers un nouveau mode de vision de nos clients qui, à plus de 57% sur le premier semestre, ont acheté d'entrée des versions pilotées. On peut faire beaucoup mieux, mais on voit bien qu'il y a une inflexion de ce marché. Ça y est, on est passé. Le pilotage est rentré dans les gènes de la PME. Et enfin, ce sont des services que la tension économique ont rendu possible, qui sont tout ce qui est les services industriels, donc qui sont les formations à distance et qui sont les prestations à distance, où on a aussi des croissances relativement fortes. Alors, on vient de parler de Sage, et je voudrais parler des clients maintenant. Parce que je l'ai abordé légèrement, le comportement des clients sur les 8 derniers mois a fortement changé. D'abord, en octobre-novembre, ils ont fermé complètement leur portefeuille. Aujourd'hui, ils sont plus ouverts à investir, mais ils ne veulent plus investir avec les dogmes qu'ils avaient auparavant. Les clients sont devenus d'un seul coup pragmatiques. Alors on pourrait dire c'est de la circonstance, ils ont
les investissements qui sont reliés avec la vision de leur portefeuille, on pense que c'est légèrement plus compliqué que ça. On pense que la crise, elle a été assez profonde et en plus, on pense qu'elle va durer. Hein, ce n'est pas un V. On pense que l'année prochaine, il n'y a aucune raison qu'on fasse de la croissance. Donc cette crise va durer et comme elle va durer, elle va marquer profondément les comportements, la vision qu'ont les clients de leurs propres besoins à court terme et à moyen terme et comment ils veulent y répondre. Et ça va avoir un impact très fort sur leur comportement d'achat. Et c'est important parce qu'il faut vraiment écouter ce changement de comportement client parce qu'il est en train de casser un certain nombre de repères que nous-mêmes nous avons. Hein, nous-mêmes, on est construits au travers de notre passé, de la façon dont on sait que les clients se comportent. Tout ça, c'est en train de changer. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de bien comprendre le client, ce qu'il veut maintenant, pourquoi il le veut, ce qu'il veut et il ne sait pas qu'il le veut, ce qui est encore plus compliqué parce que ce n'est pas lui qui va vous le dire hein, spontanément. Et donc, on doit vraiment être en proximité avec le client. Ce qui paraît compliqué parce que quand on est dans une période économique où tout va mal, on a plutôt intérêt, enfin, on a plutôt un réflexe à se reconcentrer sur nos propres problèmes, qui sont souvent des problèmes internes, des problèmes d'organisation dans vos sociétés, des problèmes de rentabilité, de rentrée de trésorerie, de performance interne. Alors que c'est à ce moment-là qu'il faut être en proximité avec le client pour mieux comprendre en quoi le changement de comportement du client va déclencher des opportunités, des nouvelles opportunités. Mais surtout en quoi ce changement de comportement va faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de types de nature d'activité ou des offres qu'on vendait, ou la façon dont on vendait ces offres, la façon dont on découpait ces offres, qui ne seront plus appropriées au développement du client. Donc, et vous et nous, dans cette salle, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est être chez les clients. Ça devrait être tout le temps le mot d'ordre, honnêtement, mais dans ces périodes-là, c'est encore le mot d'ordre le plus important. Alors, si on revient il y a quelques années en arrière sur, on va dire, fin 80, il y a une modification dans notre industrie qui a été une modification importante, c'est qu'on a focalisé sur des produits. Pour une fois, au niveau de l'informatique, on a sorti des produits, plus ou moins standards, mais on a sorti, au lieu de faire des développements à façon, on a sorti des produits. Quelque chose qui existait depuis très longtemps dans d'autres industries est arrivé dans notre industrie, c'est qu'on a standardisé quelque chose. Et donc, c'était l'ère du produit. Et donc, le fait d'avoir, avant les autres, un produit standard qu'on arrivait vraiment à standardiser, qu'on arrivait à stabiliser, était un avantage réel. Puis après, fin 90, début 2000, c'était de dire, non mais le produit c'est bien, et d'ailleurs pratiquement tous les offreurs commencent à offrir des produits standards, ce qui compte c'est l'offre, comment on intègre le service avec le produit. Donc est rentré dans notre industrie, alors que c'est arrivé encore bien avant dans d'autres industries, dans le service. Donc comment j'offre une solution ? Ça arriverait plus aujourd'hui de vendre un produit seul, enfin c'est très très rare, ou ça peut être des produits à ce moment-là qu'on trouve dans le retail, mais pas des produits que vous devriez intégrer. Et donc, la norme aujourd'hui, c'est « je vous offre une solution, monsieur le client », pour aujourd'hui et pour le futur. Il y a un troisième échelon qui est en train d'arriver dans l'écoute que l'on a du client et qui arrive beaucoup plus vite parce que cette industrie, qui est l'industrie de l'informatique, est en train de rattraper son retard très vite sur les zones d'industrie, est en train d'arriver à maturité extrêmement vite, du fait aussi de la crise. Hein, on est beaucoup moins des enfants gâtés qu'auparavant. Et donc, il y a un troisième élément qui arrive et qui est très important, qui arrive dans toutes les industries et qui arrive aussi sur l'industrie informatique et l'application de gestion, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire, quelle expérience votre client va avoir en utilisant les produits Sage, quelle expérience votre client va avoir en faisant recours à vos services, quelle expérience il va avoir avec ses propres clients ou avec ses propres fournisseurs, avec ses collaborateurs, en utilisant des solutions Sage. Et c'est vraiment une donne importante qui va changer la relation qu'on va avoir avec le client et la perception qu'on a du client. Et je vais aller même plus loin, ce n'est pas du client en tant qu'entité sociale, en tant que société, c'est avec l'ensemble des personnes qui utilisent de près ou de loin nos produits, qui ont de près ou de loin des relations avec vous, ou en tout cas qui ont un impact sur leur propre performance ou leur propre métier
il y a un impact avec la qualité de vos prestations. Alors, comment on peut aller un peu plus loin dans l'expérience client? On va essayer de la définir un peu plus. Et comme on est en France, on aime bien les mathématiques et on va mettre une formule mathématique pas très compliquée. Parce que sur l'expérience client, il y a des formules qui peuvent avoir des centaines de paramètres. C'est une formule relativement simple. On va dire que l'expérience client, c'est quelque chose qui est la perception qu'a le client à un moment donné de la qualité de service, de l'expérience qu'il a avec les offres Sage et la relation qu'il a avec vous, moins le niveau d'attente qu'il en a, c'est-à-dire il a un niveau d'attente, et tout ça multiplié par l'émotion qu'il a dans la relation, ou l'émotion qu'il a autour de l'utilisation du produit. On sait très bien que l'émotion vient avec le temps. Essayez d'aller voir quelqu'un qui utilise le même produit depuis 10 ans et changez-lui de produit. Ça va mettre un petit peu de temps avant qu'il commence à aimer le deuxième ou le troisième produit. Donc, ces trois éléments sont importants parce qu'on a tous un impact, ici dans cette salle, sur ces éléments. Et donc, nous sommes les acteurs du fait que cette expérience client puisse être maximisée ou pas. La perception, on sait très bien que la perception d'un client, elle peut être réelle, mais la plupart du temps, elle est subjective, parce qu'on est dans un environnement de subjectivité, et donc on doit travailler sur la perception de la qualité de la prestation qu'on réalise. Le niveau d'attente, le client, il peut avoir un niveau d'attente, il peut être déclaré ou non, mais surtout, dans nos métiers, c'est nous qui déterminons le niveau d'attente du client. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qui est e-commerce des années fin 90, qu'est-ce qu'a fait l'industrie ? Sur des gens qui n'avaient pas d'attente à ce niveau-là, puisque c'était une rupture. Ils ont monté le niveau d'attente extrêmement haut. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans plus tard? Les clients ont balayé l'industrie en disant « c'est que des menteurs ». Ils nous ont fait monter au nirvana, et la réalité, elle était beaucoup plus simple et plus classique que ce que les gens ont bien voulu nous raconter. Troisième élément, c'est l'émotion. On fait beaucoup de transactionnels avec nos clients, honnêtement. Beaucoup, beaucoup. Et le transactionnel, avec le temps, ça tue l'émotion. Et nous, les premiers, Sage en premier, honnêtement, on est une mécanique bien huilée. De temps en temps, il peut y avoir quelques incidents, je vous l'accorde. Et donc, on a l'impression que, en tant qu'utilisateur ou en tant que client, on est un des utilisateurs ou on est un des partenaires de Sage. Donc, commencez par nous, il y a une révolution culturelle à faire auprès de l'ensemble des collaborateurs de Sage, comme il y aura une révolution culturelle à faire auprès de l'ensemble de vos collaborateurs, pour bien focaliser sur le client. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà même des 500 000 clients en France qui utilisent les produits Sage, on va dire qu'il y a entre 2 et 3 millions d'utilisateurs de ces produits. Et donc l'expérience client sur ces 2-3 millions d'utilisateurs, si elle est réussie, imaginez le nombre d'ambassadeurs qui vont demain aider à prévendre votre société, qui vont aider à prévendre les produits Sage, mais aussi les services que vous-même, vous pouvez faire. Il y a un certain nombre de partenaires ici, dans la salle, qui font ça depuis longtemps, qui utilisent ces réseaux de clients depuis longtemps. C'est important d'en prendre conscience et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Alors, on a parlé du marché, on a parlé de Sage, on a parlé des clients, et je voudrais maintenant parler de vous. Vous, dans l'impact que vous avez sur cette expérience client, en premier, pour faire la relation. Bien sûr, il y a la qualité de la prestation que vous réalisez, qui est importante. Mais tout le monde le sait, cette prestation doit être de qualité. Il y a un deuxième élément qui est la justesse de la promesse. Quand vous êtes, au-delà même des arguments marketing que Sage sort, lorsque vous êtes en avant-vente, lorsque vous voulez convaincre un client, la justesse de la promesse a beaucoup d'importance. Parce que si vous survendez, et si nous survendons tous ensemble, ou si on ne s'est pas bien compris avec le client, le résultat peut être catastrophique. Parce que si on déçoit un client, il va le raconter autour. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule, c'était la perception moins le niveau d'attente multiplié par l'émotion. Je vous assure que si le niveau d'attente est supérieur à la perception, le multiplicateur par l'émotion, il devient négatif. Donc ça peut être catastrophique au niveau de la réputation de vos sociétés ou de nos sociétés, de notre société. Il y a donc l'engagement que l'on peut prendre vis-à-vis des clients. Quel est le contrat que l'on passe
vis-à-vis des clients. Et enfin, il y a la proximité de la relation client, donc l'émotion que tous ensemble, mais surtout vous allez mettre dans cette relation client, la passion que vous allez dégager auprès de ces clients. Alors, on a une petite étude, qui est une étude sur la fidélité du client. C'est un élément, hein, c'est un micro-élément qui est, on a essayé de regarder la fidélité des clients par rapport à un certain nombre de critères, et il y en a un qui est apparu, qui paraît évident, mais qui est apparu, c'est que 80% des clients qui ont été formés par vous sont fidèles. Alors, je ne veux pas focaliser sur les 20% qui ne sont pas fidèles, mais si on le compare aux clients qui n'ont pas eu de formation cette fois-ci, la fidélité tombe à 62%. Donc, sur l'utilisation d'un même produit, le fait qu'il y ait une relation de proximité, le fait qu'il y ait une prestation de qualité qui ait été engendrée, amène une fidélité qui est bien supérieure. Et pour revenir au débat initial du modèle économique, qui est le nôtre, mais qui est aussi le vôtre, et heureusement qu'on l'a pour traverser la période que l'on a aujourd'hui, la fidélité du client, c'est notre chiffre d'affaires d'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires de demain. Et donc, c'est très important. Et des exemples comme ça, on pourrait les multiplier, et on va les multiplier, on va revenir avec vous, vers vous, pour essayer d'étayer cette démarche de l'expérience client, pour essayer de la rationaliser, pour bien voir comment on va pouvoir la développer de façon structurée dans le futur. Au-delà de ça, au lieu de cette expérience client, je pense qu'il y a la démarche que l'on a sur le marché. J'ai dit tout à l'heure qu'il était assez facile de se recroqueviller pendant les périodes de crise. On se referme sur soi, sur ses propres problèmes, au lieu d'aller vers l'extérieur. Honnêtement, c'est une période qui est difficile, et donc l'agressivité qu'on doit avoir sur le marché, elle doit être d'autant plus forte. Et donc, on doit aller sur tous les projets, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils soient gros. Qu'ils soient des projets de foisonnement sur la base installée, qu'ils soient des projets d'upselling d'un client, qu'ils soient des petits modules pour un client, on doit être sur tous les dossiers. Et on doit faire en sorte de parler à ces clients. Honnêtement, les clients ne vous appelleront pas, les clients ne nous appellent pas, ça n'existe plus ça. Ils ne nous appellent pas, il faut les appeler, il faut aller les voir. Et donc il faut, dans cette démarche proactive d'aller voir les clients, si on doit avoir cette démarche, il faut qu'on change notre organisation, il faut que vous changiez votre organisation. Il faut que vous structuriez votre organisation. Marketing opérationnel, c'est un bien grand mot, hein, mais il faut surtout que vous regardiez votre organisation commerciale. Aujourd'hui, vous avez des commerciaux, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que dans l'entreprise, vous, en tant que patron d'entreprise, vous êtes le premier commercial. Mais chez beaucoup de partenaires que je visite, le commercial fait tout. Il va chercher les nouveaux clients, il travaille la base installée, il fait du réabonnement, il gère les problèmes, il fait tout. Et c'est normal, c'est lié aussi à votre taille. Hein, donc il doit être... Je vois qu'il y a des gens qui rigolent dans la salle et qui passent des messages. Donc c'est important. Mais ces commerciaux qui sont sur le terrain, s'ils sont sur le terrain, c'est qu'ils ont une valeur ajoutée. Et vous devez les emmener là où vous allez maximiser cette valeur ajoutée, sur les nouveaux clients. Aujourd'hui, un commercial qui exploite sur le terrain un parc client n'est pas quelqu'un qui donne le maximum de sa valeur ajoutée, honnêtement. Et c'est dans la grande majeure partie le cas dans vos entreprises. Très grande majeure partie. Alors je sais que, vous connaissez ma réponse, je vais vous dire qu'il faut avoir quelqu'un au téléphone, parce qu'à chaque fois que je rencontre un partenaire, je lui dis « Où est la personne qui fait du téléphone sur la base installée ?» Où vous êtes assis sur une mine d'or, et vous envoyez 2-3 personnes dehors faire tout, et donc ils n'exploitent pas la mine d'or. Ils ont les yeux bandés, vous ne leur avez pas dit où elle était, et puis ils y vont sans boussole, sans rien, et ils n'ont même pas de carte pour savoir où y aller, et ils se perdent, et c'est normal. Structurez une démarche, au moins sur votre parc client. C'est encore plus compliqué de le faire pour aller chercher des prospects, mais au moins sur votre parc client. Vos clients seront enchantés que vous les appelez, rien que pour leur dire bonjour. Honnêtement. Un commercial, s'il le fait, il va peut-être voir votre client une fois par an, au gros maximum. Faites le calcul, le nombre de visites qu'ils font, et vous regardez sur l'année le nombre de clients que vous avez. Il y a plein de clients qui n'entendent pas parler de vous.
mettez des personnes au téléphone, même une. C'est vrai que c'est difficile à recruter, c'est vrai que c'est difficile à gérer, surtout quand il est tout seul. Parce que quand on est tout seul pour faire du téléphone, c'est compliqué de se motiver. C'est compliqué de faire ces 40 appels, ces 50 appels. Il y a un changement de productivité qui est immense dans les structures, dans les sociétés, chez les partenaires, qui ont pu mettre en place cette structure, même si elle est unipersonnelle, de 1, 2 ou 3 personnes au téléphone. C'est un changement radical dans la perception qu'a le client du suivi que vous faites, mais aussi dans la génération de business, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On n'est pas là juste pour faire plaisir aux clients, on est là pour faire en sorte de faire du business. Restez en connexion avec votre client, vous ferez du business. Pour conclure, je vais vous dire ce que j'attends là, maintenant, aujourd'hui de vous. Profitez de Sage Expo. Il y a des exposants, il y a des ateliers, il y a des évolutions sur toutes les offres des produits Sage pour répondre à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des retours sur investissement rapides, d'une compréhension simple de la valeur supplémentaire qu'ajoutent les nouvelles versions, qui maximise l'expérience client. Merci. Alors, on a lancé une opération pour que vous nous posiez des questions. On l'avait déjà fait il y a quelques années. Et vous avez été nombreux à poser ces questions. Et pour répondre à ces questions, je vais appeler Antoine Henry et Romain Hugo. Bonjour Antoine. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Effectivement, nous vous avons sollicité il y a 4 semaines pour vous demander quelles étaient les questions que vous vouliez voir traitées à l'occasion de cette plénière de Sage Expo. On en a également profité pour vous poser quelques questions sur l'impact de la crise sur votre activité et sur vos perspectives de croissance. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet des questions, Romain va vous présenter la synthèse de vos réponses sur ces questions liées